Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Toute l'équipe de TLB est heureuse de vous retrouver pour son émission hebdomadaire. Au programme de ce soir, beaucoup de fêtes. En effet, c'est un mois qui s'y prête, notamment avec celle de la fête nationale. Vous pourrez donc voir quelques images de la retraite au flambeau du 13 juillet à Bissem. À Béblénem, il y avait le Salon des étiquettes. C'est effectivement la deuxième année que ce salon est créé et regroupe essentiellement des étiquettes de vin d'Alsace de Grand Cru. Une autre fête encore avec le Festival des Arts et Traditions Populaires de Münster. En infosport, vous pourrez assister, comme si vous y étiez, au tournoi de tennis les week-ends derniers, ainsi qu'au concours hippique qui s'est déroulé au ranch ce samedi et dimanche 14 et 15 juillet. Pour finir, notre page magazine, à mon avis assez exceptionnelle ce soir, avec des images des répétitions du concert de Jean-Michel Jarre. Bien évidemment, Jo vous donnera d'autres informations et pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, je lui laisse la parole et je vous retrouve en fin d'émission. Merci Marie-Paul, bonsoir à toutes et à tous pour ce 29e rendez-vous de l'actualité. Avant d'ouvrir ce journal, voici les premières images rapportées par Monique, Lionel et Roger du grand concert de Jean-Michel Jarre le 14 juillet à Paris. TLB a en effet décidé d'y envoyer une équipe pour récolter des impressions vécues. Ce reportage a été rendu possible grâce à Francis Rimbert qui a déjà été sur ce plateau en février dernier. Tout à l'heure, Monique et Roger en témoin d'un événement rare et extraordinaire, vous raconteront ce qu'ils ont vécu à Paris. Lionel, quant à lui, est resté consigné à la technique. Après un premier concert le 14 juillet 1979 à Paris, Jean-Michel, Jarre de son nom de famille, a poursuivi sa route musicale en octobre 1981 par la République populaire de Chine. Le 5 avril 1986, c'est Houston, Texas, concert grandiose à la démesure américaine, mais avec une technologie et des idées bien françaises. Le 5 octobre 1986, Jean-Michel revient en France, à Lyon, sa ville natale, puis 2 ans plus tard, le 8 et 9 octobre 1988, il fait le concert le plus humide de sa carrière, à Londres, Dockland. Enfin, quelques 11 années plus tard, Jean-Michel revient à Paris pour le 14 juillet 1990. Fort de ses expériences précédentes et ayant une revanche à prendre suite à la déception de l'année dernière, liée au refus de voir son projet accepté face à Jean-Paul Goude, le 14 juillet du bicentenaire. Nous n'avons pas osé déranger le maître d'œuvre de cette grande cérémonie, qui, vous avez pu le voir, n'a pas arrêté de courir d'un point à un autre de la scène. Nous remercions son assistante qui a toléré bien longtemps notre présence, à l'avant-veille du concert, alors que la scène était interdite depuis le mercredi à la presse. « 300 personnes sur le site et 1,3 million de francs ont été nécessaires à l'accomplissement de ce concert. Nous avons rencontré Francis Dreyfus, son producteur, Barnabé, le fils de Charlotte Rampling, Guy Delacroix, le très sympathique bassiste, et errant au milieu de la scène, notre ami Francis Rimbert, premier clavier de Jean-Michel Jarre, qui était déjà venu à TLB en février et qui a bien voulu répondre aux questions de Monique. Oui, je veux dire que le concert du 14 juillet de demain, après-demain, en fait est le début d'une tournée que nous allons faire à travers le monde et Jean-Michel tenait absolument à commencer par la France. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Et aussi l'année dernière, on avait un projet du bicentenaire qui n'a pas pu se réaliser et on avait une petite revanche à prendre.
aux disques qui viennent sortir. Oui. Est-ce qu'il y a encore du nouveaux morceaux, une nouvelle orientation? Oui, en fait c'est tout nouveau. Ce qui est nouveau déjà dans le principe du concert qu'a voulu faire Jean-Michel, c'est que l'on a repris des vieux titres. Bon, ça c'est pas très nouveau, mais on les a complètement orchestrés. C'est-à-dire on va rejouer Oxygène 4, on va jouer des extraits de Zulu, Rendez-vous 4 aussi, mais complètement réorchestrés avec des nouveaux sons, des nouvelles ambiances. Donc ça c'est complètement nouveau chez nous. En plus, on fait toujours venir des musiciens, que ce soit des choristes. Mais là, cette année, Jean-Michel a mis la barre très haut, puisqu'il a fait venir donc, le groupe Amoko Renegade, qui sont donc des joueurs de style drum qui viennent de Trinidad. On a un orchestre de violons arabes qui vont jouer sur Révolution. Et puis on a quelques surprises que je ne peux pas révéler tout de suite. Et par rapport aux autres spectacles qui ont déjà eu lieu, celui-ci est beaucoup plus important ou il se tient dans une moyenne générale? C'est certainement le plus important qu'il ait fait, Jean-Michel. Même au-delà de Houston, il est encore beaucoup plus difficile et ambitieux que les autres. Puisque je suis devant Lionel et devant la caméra pour saluer tous les gens de Bissheim. Je suis venu d'ailleurs il y a combien de temps? Il n'y a pas longtemps, 6 mois environ. J'ai passé un séjour fantastique et en plus j'ai bien l'intention de revenir très prochainement pour un fameux projet qui nous tient. Et ce sera avec grand plaisir. Nous remercions Francis Rimbert de sa gentillesse, car c'est grâce à lui que nous avons pu nous rendre à Paris. À Bissheim, ils connaissent ici. On a envoyé notre contact. Ouais. J'ai vu en plus que je savais pas. Après cette interview pleine de bonne humeur, nous vous laissons apprécier les installations et le site gigantesque de la Défense qui a servi de support aux idées de Jean-Michel Jarre. Nous allons essayer de vous montrer à travers notre objectif la beauté de la réalisation, bien qu'il ne soit pas évident, à travers cette petite lucarne, de donner une idée de la grandeur du spectacle. Les tours s'animent, se parent de couleurs surréalistes, et les projecteurs dessinent au-dessus de la scène une pyramide de lumière. Le spectacle est partout. Le film du concert sera diffusé en septembre sur une chaîne nationale. Peut-être serons-nous appelés à vous donner des nouvelles de Jean-Michel Jarre dans les mois qui suivent, car le gyrophone que nous avons présenté il y a quelques semaines par le biais de la société Susto à Vogelgrün pourrait en effet intéresser ce dernier. Quant à Francis Rimbert, il a promis qu'il viendrait nous voir en septembre ou en octobre, ici en Alsace. Pour les fanas, sachez que vous pouvez joindre Jean-Michel Jarre par Minitel sur le 3615 Jarre et Francis Rimbert sur le 3615 KB. Merci Lionel, le commentaire que tu as fait était excellent, mais nous reviendrons sur ces images tout à l'heure avec nos invités de ce soir qui sont Roger et Monique. Mais revenons à Bissheim. Pour célébrer la fête nationale, la commune de Bissheim a organisé vendredi dernier une cérémonie devant le monument aux morts. Georges Trécher, maire, et François Hugues, président de la section des anciens combattants et victimes de guerre, ont déposé une gerbe, tandis que l'harmonie municipale jouait la sonnerie aux morts ainsi que la Marseillaise. Autour du monument, beaucoup de Bissheimois, parmi lesquels les adjoints et un certain nombre d'élus, ainsi que M. l'abbé Schillinger. À l'issue de la cérémonie, la retraite au flambeau a conduit l'assistance vers le hall des sports où les sapeurs-pompiers invitaient au traditionnel bal animé par un ensemble champêtre. Bernard Roche était aussi de la fête avec sa caméra. Regardez.
Homo! Voilà donc, après cette commémoration du 14 juillet, les élus de Biesheim se réuniront encore une fois en conseil municipal demain jeudi 19 juillet à 20h. À l'ordre du jour, distribution de gaz naturel, réhabilitation du Gießen, plan de circulation, gestion du futur musée des optiques, demande de subventions et divers. Ce sera la dernière réunion du conseil municipal avant les congés que vont s'octroyer les uns et les autres, et nous leur souhaitons bien sûr de bonnes vacances. Local encore, vous l'avez tous chez vous, le numéro 29 du bulletin communal qui, sous la plume de Louis Burget, donne quelques détails sur les prochaines festivités à l'occasion du 20e anniversaire de jumelage entre Biesheim et le Mas d'Agenais. Le déplacement aura lieu les 10, 11 et 12 août prochains. Nous y reviendrons bien sûr en temps utile. Roland Dur, adjoint responsable du jumelage, prend les inscriptions pour ce déplacement via le secrétariat de la mairie de Biesheim, où toute personne intéressée pourra s'adresser. À l'attention des mamans et des futures mamans, la consultation des nourrissons aura lieu exceptionnellement le lundi 23 juillet à 9h au centre de prévention et de soins de Biesheim. Et à tous ceux qui fleurissent la commune, je vous rappelle que la commission pour le concours passera une nouvelle fois en août. Alors n'hésitez pas à bichonner vos jardins, il y a des prix intéressants à la clé et de toute façon, Biesheim en fleurs, c'est superbe. Carnet, encore une rafale de mariage en vue. Alors je commence par le 21 juillet. À Biesheim sera célébré le mariage de Théo Jean-Georges Zimmerlin, préposé PTT, domicilié à Sonthofen, 13 rue Adolphe Murbach, avec Martine Elisabeth Ferder, employée administrative, domicilié 28 Grand Rue à Biesheim. Le même jour, le 21 juillet donc, Philippe Alain Beuget, mécanicien domicilié à Biesheim, 7 rue des Lilas, et Corinne Chalère, vendeuse domiciliée à Biesheim, 7 rue des Lilas. Enfin, le 28 juillet 90, à Folgelsheim, cette fois, Marcel Pierre Bernard Schütz, mécanicien, 24 rue de la Hart à Biesheim, et Isabelle Marie-Thérèse Clem, secrétaire, 11 rue de la Paix à Folgelsheim. Et dernier mariage, au moins prévu pour le moment, le 4 août à Biesheim, Herminio Piccito, opérateur, et Nathalie Zemp, aide-comptable. Bien entendu, la rédaction souhaite à ces futurs couples tout le bien pour l'avenir. Nous passons aux informations régionales. Le deuxième salon de l'étiquette et des bouteilles de vin d'Alsace s'est tenu samedi et dimanche dernier dans la salle des fêtes de Beblenheim. Au moins 1 millier de belles étiquettes sont proposées à la vue des visiteurs qui peuvent découvrir les différents thèmes qui y sont abordés, jusqu'au thème coquin, surtout utilisé par les vignerons des Côtes du Rhône, parce que les Alsaciens
n'y ont pas encore pensé, semble-t-il. Dans ce millier d'étiquettes, des découvertes graphiques qui laissent à penser que la créativité des imprimeurs et autres concepteurs alsaciens n'est pas en panne, je vous ai rapporté quelques images de l'inauguration samedi dernier. Je vous signale aussi que la fête du Sonnenglanz à Beblenheim a lieu ce samedi et dimanche, avec surtout dimanche à 15h, un cortège d'une quinzaine de groupes et de chars sur le thème du festin du baron de Höhen. Animation dans les cours, dégustation des grands crus du Sonnenglanz, etc. Et pour ceux et celles qui voudraient voir ces étiquettes et les bouteilles que vous voyez à l'instant à l'écran, ce sera encore possible les 2 week-ends prochains de 16h à 22h dans la salle des fêtes de Beblenheim. Oui, on peut voir sur l'écran le nouveau style des images, des étiquettes de vin d'Alsace qui deviennent maintenant de plus en plus des œuvres d'art. Si le montage le permet, j'aurais aimé vous faire découvrir les étiquettes coquines du Côte du Rhône, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, voilà une inauguration qui se passe très bien. Et vous aurez donc, si le cœur vous en dit, la possibilité de voir cette exposition les 2 week-ends qui suivent. Ça se passait donc à Beblenheim. Autre chose, les travaux dans la zone d'activité de Biesheim avancent bien, tout le monde peut s'en rendre compte, mais dans d'autres communes, ça bouge aussi. À Algolsheim, par exemple, où s'installe la firme Rigert qui construit du matériel pour handicapés, mais ce n'est pas tout. 4 permis de construire sont à l'instruction. Création d'un hôtel-restaurant le long du CD1, un hôtel-restaurant 2 étoiles, une entreprise spécialisée dans la mise en place et la gestion de distributeurs automatiques. Il s'agit de la société Caro, déjà implantée au cœur du village. La société Jardin d'Alsace, installée à Colmar, se décentralise à Algolsheim, construit un hall de stockage et de préparation des colis, un magasin d'exposition et de dégustation des produits, ainsi que des bureaux. Enfin, un garage viendra s'implanter derrière la boulangerie Schaeffer, qui a été, on s'en souvient, la première réalisation de cette zone d'activité. La commune d'Algolsheim et Guido Monfrini, son maire, veulent jouer à fond la carte de l'Europe dès le 1er janvier 1993, et la situation le long du Rhin est un atout majeur dans cette compétition aux emplois et aux implantations, soit industrielles, soit artisanales. Région encore, à Münster, les Marquères du Val Saint-Grégoire et la nouvelle société d'accordéon ont organisé dimanche leur 6e festival des arts et traditions populaires. Devinez qui en fait partie? Le groupe Rhenania Alliance, bien sûr, qui s'entraîne par la même occasion pour la Sardaigne en septembre. Mais il y avait aussi les Tatris, un groupe polonais d'Ensisheim, Heloldo Villaria de Holzwihr, les Chorleffel de Souffelweiersheim et les Marquères de la vallée de Münster. Là aussi, quelques images sans prétention que je vous ai rapportées pour vous faire partager un peu le bon air de ma vallée. Et comme je ne sais pas monter un sujet, c'est encore Joseph Durand, le président à tout faire, qui s'y est collé. Nous avons sur l'écran Rhenania Alliance, je crois. Et derrière, les Polonais qui, je vous assure, déménagent quand ils dansent.
Je rappelle que l'événement est couvert par votre quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Et voilà, le groupe organisateur, les lycées, comme vous pouvez constater, le groupe par le groupe, vous avez par tout à l'heure le pourquoi de la chose. Mesdames et messieurs, oui, innovation, allez. Chanter et danser. C'était donc les petits de la Rhénania Alliance qui ont terminé ce petit reportage, mais nous passons à la page sportive de ce journal. Au centre équestre de l'île du Rhin, le concours de saut d'obstacles s'est disputé le week-end dernier devant un public intéressé et très participatif. C'est finalement Frédéric Sontag avec Oiseau de Feu devant Olympe de Gisors et son cavalier Jean-Marc Hugues qui a remporté l'épreuve reine, mais d'autres épreuves ont confirmé qu'à Vogelgrün, les chevaux et les cavaliers sont parfaitement à l'aise. Bernard Roche était à ce rendez-vous hippique dont voici quelques images significatives. Et il est interdit de hennir. Sunshine, as far as I'm concerned, where I want to be. And sunshine, as far as you're concerned. Pendant que défilent les images, je vais vous donner quelques résultats. Le prix du Sivom Arc Nord, premier ex-aequo, Tarentelle 4 avec Joseph Florence comme cavalier. Terence, c'est le nom du cheval, monté par Gabriel Cros. Sauvagine des Buis, monté par Leroux Michel. Le prix d'e-sport, premier Nerium avec comme cavalier Verly. Gardisi appelle Hans Eric. Le cheval Jastic en troisième position, monté par Isabelle Bourbon. C'était donc un concours qui compte pour le challenge national. Le prix Macaubois a été remporté par Audrey Beck sur Prodigue de Beauval. La seconde place de ce prix Macaubois par G.U. Pilla sur Neptune 4. Dans le prix Haute, c'est Blanchet Jean-Claude sur L'Enturlu et Hugues Jean-Marc sur Orient des Mets. Le prix Humus Hugues a été remporté, lui, par Éric Verly sur Royal Horse. Et Kanzler Laurent a remporté la deuxième place sur Novelty de Dole. Le prix des cavaliers du concours du centre équestre de l'île du Rhin a été remporté par Jean-Paul Kircher sur Olinka, suivi de Kircher Jean-Paul, c'est encore le même, sur Quilou de Mars. Le second en fait a été déclassé. 440 points et pour cela La troisième place, Fabrice Saint-Berry sur Twendy. Et le prix Abedis, Qui vivra avec Gérard Sildy. Incognito C avec Marius Bechtold. Meldico du Moulin, Renaud Brun. Et puis comme vous pouvez le voir sur l'écran en ce moment, le public est évidemment très nombreux. Il a fait très très chaud. Et les chevaux ont eu très chaud également. La tribune officielle, bien sûr.
Alors ça, l'ami Bernard a dû l'apprendre en étant couché. Le fleuve qui s'appelle Jean Torresali. Jean Torresali, c'est son nom. Et c'est laquelle? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Pour les téléspectateurs, je peux vous dire qu'un concours comme ça est excessivement difficile et pour le cheval et pour le cavalier, puisqu'il s'agit de franchir les obstacles sans faire de faute, dans un temps donné. Et évidemment, les cavaliers portent une tenue. Les prix ont été très nombreux. Un poney était d'ailleurs le premier prix de la tombola qui avait été organisé par le centre équestre de l'île du Rhin. Je ne l'ai pas gagné, d'ailleurs je ne serais pas sûr que j'aurais pu en faire. Après les sports hippiques, passons au tennis. Tennis, le tournoi Open de la QV 1990 organisé par le Tennis Club de Biesheim s'est achevé dimanche après-midi après 3 week-ends consécutifs. Ce tournoi international avec la présence de Kenneth Ulrich, l'Australien, a été d'un excellent niveau et c'est sans surprise qu'il s'est imposé en finale face à Philippe Normand de Molsheim. Sur un score éloquent, 6-1, 6-3 chez les dames, Marilyn Flech des SRC a remporté la victoire en 2-7 sur Véronique Lehr, 6-2, 6-0. Bernard Roche était au bord du filet. Il a tourné de bien belles images et en attendant d'avoir ces images, voilà, elles arrivent. Je peux déjà vous donner un certain nombre de classements. En finale, donc, Normand Ulrich, 1-6, 3-6, c'est Ulrich qui remporte le tournoi. En demi-finale, donc, Normand Cadon, 6-2, 7-5, 6-3 et Ulrich Hardy, 6-1, 7-5. Chez les dames, la finale s'est jouée entre Lehr et Flech, 6-2, 6-0. Et évidemment, le public n'était pas très nombreux à cette finale parce qu'il a fait vraiment très très chaud autour des cours. Voilà l'Australien en pleine action. Et selon mes confrères de la presse sportive, il a la dégaine d'un surfeur. L'Australien a fait d'ailleurs preuve, paraît-il, d'un calme impressionnant pendant toutes les parties qu'il a jouées, notamment pour la finale. Alors que son challenger était assez fatigué parce qu'il a eu à disputer des demi-finales très très difficiles. Là aussi, évidemment, le Tennis Club de Biesheim avait bien fait les choses et il y avait des prix en espèces, des prix en nature et Bernard s'est amusé à prendre le cours sous un angle un peu différent avec une raquette de tennis en avant-plan, ce qui est très joli, bravo Bernard. D'une façon générale, le Tennis Club peut être tout à fait satisfait de l'organisation de ce tournoi, qui est d'ailleurs archi connu dans toute l'Alsace et même ailleurs. Là aussi, beaucoup de concurrents pour les 3 week-ends. Je me garderai bien de commenter le match parce que je n'y connais rien. Là, je peux vous dire qu'il se repose.
pas? Il a dit non. Voilà, alors la partie information de ce journal est à présent terminée. Le temps de rejoindre mes deux invités et je suis à vous. Voilà, nos invités ce soir sont, vous les connaissez d'ailleurs, c'est Roger Stoflik d'ailleurs, j'aurais dû commencer par Monique Strello. Bonsoir Monique, bonsoir Roger, ce sont des collaborateurs de TLB qui ont eu la chance, je dis bien la chance, d'aller à Paris en compagnie de l'adjudant Lionel Patenautre pour aller voir un peu dans les coulisses de l'exploit de ce fameux concert. Alors, nous en avons vu quelques images tout à l'heure, nous en verrons encore d'autres pendant que nous discuterons de tout ça. Mais alors, d'abord, la première question qui me vient à l'esprit, et que tu as d'ailleurs notée, mon cher Roger. C'est donc une excellente question. C'est une excellente question. Pourquoi est-ce que TLB s'est soudain intéressé à ce concert? Je répondrai pourquoi pas. TLB a pour coutume de diffuser des informations locales, régionales. Pourquoi pas aller un peu plus loin et prendre l'envergure mondiale, puisque le spectacle avait une envergure tout à fait mondiale. Ce que nous avons voulu faire pour montrer un petit peu ce qui se fait. Et pour une autre raison, c'est qu'on avait des contacts privilégiés, c'est vrai. Notre ami, notre excellent réalisateur Lionel Patenautre avait un contact privilégié avec des musiciens, en particulier Francis Rimbert, ce qui nous a permis de nous faire inviter en quelque sorte sur ce plateau qui n'était pas accessible aussi facilement qu'on peut le croire. Oui, compte tenu de l'envergure de cet événement, d'ailleurs ça a été dit je crois dans les premières 6 minutes, il y a effectivement eu un barrage sérieux de la presse à un moment donné, et vous avez été parmi les privilégiés. Tout à fait. Il faut savoir qu'en plus l'accès était certainement payant pour toutes les caméras de télévision, ce qui n'était pas notre cas, bien évidemment, avec le budget d'une petite chaîne comme la nôtre. Mais de toute façon, il faut savoir qu'il y avait effectivement 300 personnes qui étaient uniquement chargées de la sécurité au niveau du plateau. Oui. Mais ce que je voulais dire encore, pour répondre complètement à la question, c'est que la musique telle que le spectacle, il ne faut plus parler de musique seulement, puisque c'est aussi bien visuel qu'auditif, tel que le conçoit Jean-Michel Jarre, c'est un phénomène socio-culturel dont il faut absolument parler. Il faut être conscient qu'il s'agit à l'heure actuelle du seul musicien français capable de réunir plus d'1 million de personnes à l'étranger. En France évidemment, mais à l'étranger. Il n'y a pas d'autres exemples, je n'en connais pas. Donc, en l'occurrence, il y avait 1,5 million à 2 millions de personnes au 14 juillet à Paris, à la Défense. Et puis, encore une fois, pour parler un petit peu de cet avènement d'une musique électronique, après la musique classique, la musique contemporaine qu'on connaît, la musique électroacoustique qui était la musique de recherche, on a maintenant affaire à une musique électronique qui est celle des synthétiseurs, des séquenceurs, et qui, effectivement, est un phénomène socio-culturel, il faut le dire, tout à fait nouveau, et auquel on va être confronté, mais dans le bon sens du terme, pendant toutes les années à venir. Oui. Alors, une autre question. Comment est-ce que vous avez fait, donc, techniquement, pour pouvoir franchir les différents obstacles, vous installer, tourner une partie des images que nous avons déjà vues et que nous verrons encore? Parce que là, ça tient un petit peu du tour de force. Monique, est-ce que tu pourrais répondre à cette question ou est-ce que Roger le fera? Roger va continuer sur sa lancée. Je compléterai au fur et à mesure. Oui. Je ne voudrais pas monopoliser la parole non plus. Non. D'abord, la première chose, c'était de partir à 4h du matin, charger les voitures,
Ensuite, arrivé à Paris sur le lieu du spectacle, ce qui n'est pas évident, parce que toute l'avenue était pas encore au jour où nous sommes arrivés, mais la veille, le jour du spectacle, bien évidemment, l'avenue était coupée, de la porte Maillot à la Défense. Pardon. Et nous avions donc à passer d'abord dans un certain nombre de bureaux. C'est un petit peu le parcours du combattant pour tirer nos cartes d'accréditation. C'est tout un épisode. Combien de temps est-ce qu'il faut pour avoir, disons, tous les laissez-passer? Ça vous a pris la matinée, l'après-midi Non, ça nous a pris un petit peu moins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, à force telex, fax, pris les contacts et confirmé notre venue, etc. Ensuite, nous n'avons évidemment pas eu nos cartes à temps avant de partir, ce qui fait qu'il a fallu les chercher sur place au CNIT de la Défense, avec tous les problèmes que ça comporte pour se garer, pour y accéder d'abord, se garer, trouver le bon bureau. On a fait le tour du CNIT avant d'être au bon bureau, puisque les productions Dreyfus, donc l'éditeur de Jean-Michel Jarre et les bureaux de Jean-Michel Jarre qui sont au CNIT de la Défense, étaient complétés par d'autres bureaux qui s'occupaient simplement du spectacle lui-même et qui étaient donc des bureaux tout à fait provisoires. Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc on a fait un circuit entre tous ces bureaux avant de tomber sur la personne qui était tout à fait au courant et qui nous a délivré nos cartes. Ensuite, il a fallu accéder le mieux possible au niveau de la scène, qui était donc à mi-chemin, tout près du pont de Neuilly, si vous voulez, un mi-chemin entre la porte Maillot et la grande arche de la Défense. Se garer le plus près possible, aller voir comment y accéder, négocier avec les services de sécurité parce que les cartes, il y en avait 36 sortes de cartes d'accréditation aussi, donc ensuite aller se garer à proximité, monter le matériel, enfin... Vous êtes parti avec combien de caméras? 2 caméras. 2 caméras. Plus un caméscope. Oui. Pour faire caméscope, c'est-à-dire que bon, les professionnels comme Roger et Lionel étaient aux caméras vraiment très sophistiquées de TLB, et quant à moi j'avais le caméscope et je m'amusais à les filmer, à les prendre en pleine action aussi. Et ça, on vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine, parce qu'il y aura un montage qui sera fait des images prises au caméscope, et vous aurez tout le plaisir de voir Lionel qui malheureusement est à la technique ce soir, mais vous vous rattraperez la semaine prochaine. Ouais, je l'entends gratter à la régie, il aimerait bien être à votre place. Eh oui, c'est dur d'être au four et au moulin. Hein. Et oui, mais c'est ça les artistes. Hein. Alors, revenons-en un petit peu à nos moutons. Question technique, comment est-ce que ça se passe sur un tournage pareil? C'est parce que il y a 36 autres équipes qui travaillent, je présume. Il y a un va-et-vient entre... Il y avait énormément de caméras, mais pas 36 équipes, puisque l'organisation des concerts, donc Jean-Michel Jarre et Francis Dreyfus, avait fait appel à une société de vidéo qui avait installé ses caméras partout, sur le plateau, sur des échafaudages à distance, sur les tours environnantes, et que ces gens-là ont donc sont donc des sous-traitants en quelque sorte, ont filmé l'ensemble du spectacle et sur toute sa dimension, puisqu'elle était assez considérable. Et c'est seulement maintenant que le film va être monté à Londres avec Jean-Michel Jarre, et ce film sera vendu évidemment par Jean-Michel Jarre, certainement assez cher. Ce qui souligne un peu plus la performance de TLB et d'avoir pu filmer sur le plateau, alors que, en principe, en dehors de quelques reportages tout à fait ponctuels de chaînes nationales, il n'y a pas eu de tournage des chaînes traditionnelles de télévision nationale. Parce que ce que je voudrais souligner, c'est que ça a été tout à fait sympathique. On n'a pas été bousculé, on n'a pas été questionné 36 000 fois. On circulait exactement comme on voulait, on allait où on voulait. Bon, on ne prenait pas une place monumentale, bien entendu, mais c'était tout à fait familial, comme reportage. Amical, oui. Oui. Ça, c'est une énorme chance, effectivement, que nous devons donc à Lionel, je pense, j'en suis sûr, à Lionel et à Francis Rimbert. Et à Francis Rimbert et au contact qu'on avait eu, au fait qu'il connaissait Bissheim pour être déjà venu sur ce plateau, qu'il a l'intention d'y revenir aussi. Alors, le contenu artistique de cette, de ce show à l'américaine. Alors oui, c'est tout à fait un show à l'américaine. On voit d'ailleurs à l'heure actuelle des images à l'écran. C'est épouvantable quand on voit le matériel qui a été utilisé. Si vous voulez, je peux vous donner quelques chiffres.
Ici, on voit la scène et des détails d'instruments. Au fond, la grande arche de la Défense, elle-même illuminée, ainsi que tous les immeubles environnants. Il y avait donc sur ces immeubles des grands écrans qui avaient été déployés, et vous voyez d'ailleurs les alpinistes en rappel de fixer ces écrans. Les images faisaient certaines 170 mètres de haut. Il y avait 10 000 mètres carrés d'écran. Au niveau de la sono, voici Francis Rimbert. Au niveau de la sono, il y avait 200 kW, donc 200 000 watts de puissance musicale, répartis sur l'avenue, la grande avenue, donc entre la Porte Maillot et la Défense. Vous voyez d'ailleurs tout en haut de l'immeuble une caméra plongeante sur la Seine. La Seine elle-même faisait 40 mètres de haut, c'est-à-dire entre le sol. Elle était montée sur une superstructure d'échafaudage. Nous sommes là sur la Seine, vous voyez déjà la hauteur par rapport à la chaussée. Et ensuite la pyramide elle-même faisait encore, la pointe de la pyramide était donc à 40 mètres du sol. Là au fond, l'Arc de Triomphe. D'autres immeubles avec des caméras. Qu'est-ce que peut ressentir un homme, une femme, quand ils sont devant ce déploiement de matériel Qu'est-ce que ça vous a fait comme impression? On est tout à fait stupéfiés parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut comme matériel d'abord, tout ce qui est illuminé, puisqu'il y avait donc des lasers. On a même vu une batterie de DCA. Donc ça, c'est quand vous voyez des lumières pareilles qui font 1 mètre de diamètre, tous ces spots un petit peu partout, les lasers qui fusaient aussi sur un rayon couvert qui dessinait des motifs donc sur ces immenses tours. Ensuite, il y avait aussi le feu d'artifice. Bon, on ne l'a pas vu quand on a filmé de jour, mais de nuit, on s'est rendu compte. C'est aussi une sacrée installation. On se demande comment c'est possible en si peu de temps, parce qu'ils ont installé ça quand même en même pas une semaine. Tout a été monté très très rapidement aussi. Il faut dire que la PME, puisque la presse d'ailleurs l'a relaté ainsi, la PME de Jean-Michel Jarre représente 400 personnes. En plus, il y avait pour ce spectacle certainement beaucoup d'entreprises extérieures. D'ailleurs, on entendait plus souvent parler l'anglais sur le plateau que le français. Là, vous voyez des images de nuit, donc c'était la répétition du 12 au soir, ça encore, 12 au soir. Vous imaginez ces immeubles, 170 mètres de haut, ces écrans. Donc une organisation absolument colossale. Et ce qu'il faudrait dire aussi, qu'on va peut-être pas complètement appréhender sur ces images, vous voyez le gigantisme du décor, toutes ces tours illuminées, la petite pyramide de 40 mètres de haut quand même, on voit là au milieu, devant la grande arche, dans le dos l'Arc de Triomphe donc, et tout ça représente une infrastructure absolument colossale, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que le spectacle il est autant visuel que musical, comme j'ai dit au début, à savoir qu'il y a des lasers, des projecteurs DCA, comme Monique le soulignait, les musiciens eux-mêmes, et pas seulement l'équipe de Jean-Michel Jarre, puisqu'il y avait également, le nom m'échappe maintenant, Amoko Renegales, qui sont des gens que vous voyez ici à l'écran, qui ont des bidons, qui en fait s'appellent des steel drums, qui sont des bidons qui ont été martelés spécialement et qui arrivent à sortir 10 notes tout à fait pures. Ils ont joué par exemple du Vivaldi qui n'était pas partie du spectacle. Sur les bidons. Sur les bidons, chaque bidon sort une dizaine de notes. Vous apercevez Jean-Michel Jarre avec sa cornemuse électronique, puisque c'est pas une guitare, c'est une cornemuse électronique. Alors donc visuel, les lasers, les écrans, la musique, les illuminations, le feu d'artifice, simultané, synchronisé, c'est quelque chose de difficilement descriptible, si vous voulez, avec quelques mots, en si peu de temps. Alors il faut ressouligner que finalement l'équipe de TLB a eu une chance inouïe de pouvoir y aller, et que finalement ce que vous avez rapporté c'est aussi une chance inouïe pour les spectateurs de TLB, parce que ça c'est vraiment dans les coulisses. D'autant plus que en dehors des quelques images qu'on a pu voir aux infos sur les chaînes nationales, rien ne sortira en France avant septembre, puisque le film, normalement, les droits ont été acquis par Antenne 2 ou seront acquis par Antenne 2, et la diffusion sera deuxième semaine de septembre. En dehors des pays de l'Est et du Japon, qui ont eu la primeur, je ne sais pas pourquoi,
des raisons financières Il va y avoir sûrement beaucoup de dollars derrière tout ça. De retransmettre le spectacle en direct ou en léger différé. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que tous les spectacles de Jean-Michel Jarre sont entièrement gratuits. Il s'arrange toujours pour avoir des sponsors. Bon, là, en l'occurrence, il y avait la ville de Paris, le Conseil général des Hauts-de-Seine et le ministère de la Culture qui ont apporté leur crédit. Parce que globalement, on a pu avoir de sources sûres que la ville de Paris a investi 14 millions de francs. Et globalement, c'est quelque chose qui revient à 45 millions de francs. C'est ça, l'ensemble, 45 millions. C'est-à-dire, ça fait 45 milliards de centimes. N'est-ce pas? C'est quand même assez gigantesque. Mais finalement, pour le soir du concert, vous ne l'avez pas vu? Les quelques images qu'on voit à l'heure actuelle, en superposition d'ailleurs, sont des images du soir du concert, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y avait donc plus d'1,5 million de personnes, que 4 km d'avenue étaient coupés, que les gens qui ont été voir le spectacle, la plupart sont venus en début d'après-midi pour avoir des bonnes places, que les officiels eux-mêmes ont eu beaucoup de mal à accéder sur le pont de Neuilly pour assister au spectacle, qui ont d'ailleurs été hués, paraît-il, par la foule, parce que ça faisait un petit peu privilégié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont attendu 7 heures pour voir le spectacle. Alors, c'était pas imaginable, si vous voulez, avec les caméras, etc., d'aller s'installer là-bas. C'était un petit peu dangereux pour le matériel de TLB et nous n'aurions pas voulu à aucun prix ramener à notre cher président des caméras en lambeaux. Ça lui aurait fait très mal au cœur, c'est sûr. Est-ce que vous y retourneriez tout de suite là, si vous pouviez de nouveau refaire un coup pareil? Oui, tout à fait, parce que c'est une expérience tout à fait intéressante, parce qu'on a compris comment également cerner ce genre de spectacle, surtout au niveau de l'accès, parce que prendre de l'image c'est une chose, mais pouvoir trouver sa place au soleil, même la nuit, pour placer ses caméras, c'est pas évident quand on est une petite télévision comme vous. Et encore une fois, c'est grâce aux relations amicales avec l'équipe Jarre que nous avons pu prendre toutes ces images. On voit à l'écran le badge que vous portiez, je pense. Oui, on en avait un pour chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Donc on avait un petit numéro et chaque jour, il fallait le changer. Ah oui. Il ne s'agissait pas de porter celui de la veille. Voilà le badge du vendredi 13. Voilà. Nous n'avons pas osé détruire. Bien sûr, mais ça se garde, ça se garde. C'est un excellent souvenir d'ailleurs, non? Mais ce qui serait intéressant par contre, c'est d'amener un tel spectacle à Bissheim. Oui, j'allais poser la question. Enfin bon, sans aller jusque-là, je ne pense pas que la commune de Bissheim, ni même le département, aimerait financer une pareille histoire, mais il y a quelque chose en l'air, d'après ce que j'ai cru comprendre avec Francis Rimbert. Tout peut se négocier. Est-ce que vous en avez discuté avec Francis Oui, Rimbert? bien sûr. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il va venir prochainement, en automne en tout cas, chez nous. On a un projet, c'est un petit peu prématuré d'en parler, mais on a un projet sur la région, et on aimerait bien que ce soit à Bissheim, évidemment, de faire un spectacle avec Francis Rimbert, à la dimension, évidemment, de la région ou de Bissheim. C'est extraordinaire de découvrir ces images. Moi, je me sens privilégié, parce que c'est des images qu'on n'a pas vues et qu'on ne verra jamais à la télé. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un article dans les DN demain disant un scoop à la télévision de Bissheim, etc. Pas demain, mais pourquoi pas après-demain, si on me le demande gentiment. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Non, mais je en crois tout que cas, ça a été fait, d'ailleurs. Ça a été fait, oui. Mais en tout cas, il y a donc quelque chose en l'air. Peut-être pas aussi gigantesque quand même, il ne faut pas rêver. Jean-Michel Jarre. Mais on peut se faire plaisir déjà avec pas mal d'effets, sans que les images atteignent 170 mètres de haut. Oui. D'ailleurs, il serait difficile de trouver une tour de 170 mètres de haut à Bissheim. C'est pas encore aussi haut, non? Oui. Dernière question, le temps passe quand même. Quel est votre sentiment après un spectacle de cette sorte, de cette qualité, de ce gigantisme? Qu'est-ce que ça laisse comme impression? D'un côté, on a quand même une impression de fierté, parce qu'on se dit, c'est quand même Jean-Michel Jarre qui a déjà tourné un petit peu partout dans le monde, qui est capable d'organiser un tel spectacle, donc il est quand même précurseur pour ce genre de spectacle, qui est aussi bien bon au point de vue musique, son, que lumière, etc. Donc il a innové quand même pas mal dans ce sens-là. D'autre part, au point de vue musique, il innove beaucoup et en utilisant toutes les sortes d'appareils électroniques qui peuvent exister. C'est un des premiers qui a utilisé par exemple le séquenceur, comme Roger l'a souligné tout à l'heure. Donc ça, à mon avis,
c'est intéressant et vraiment, on était vraiment heureux de rencontrer un homme pareil. Bon, même si on l'a vu qu'un petit peu de loin, on ne voulait pas le perturber parce qu'il avait beaucoup de choses à voir ce jour-là, etc. On a discuté beaucoup plus décontracté avec Francis Rimbert, avec le bassiste. Et bon, ma foi, on ne s'imaginait pas le monde qu'il pouvait y avoir sur un plateau. Ça, on était absolument effarés. Par moments, on se faisait tout petit dans notre coin parce que tout le monde passait avec du matériel monumental pour brancher, débrancher, faire des essais, monter les toiles. C'était quand même, c'était assez ahurissant. Oui. Mais on était vraiment en admiration pour ce genre de spectacle dès qu'on l'a vu se construire. Et le spécialiste du son que tu es, Roger, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Eh ben, il va citer déjà des gens que nous avons rencontrés sur place et qui méritent de l'être, évidemment. Je commencerai par Frédéric Rousseau, qui est justement le spécialiste des séquenceurs de Jean-Michel Jarre. Guy Delacroix, qui est le bassiste, qu'on a vu à l'image tout à l'heure, avec son magnifique chapeau colonial. Je veux dire que les accoutrements étaient un petit peu à la mesure de la chaleur aussi, parce qu'on avait très chaud sur ce plateau, qui était en plein soleil. Milieu de journée, puisque les répétitions commençaient en début d'après-midi, vers 14h, et se terminaient parfois à 6h du matin. C'est dire l'exploit aussi des musiciens, de tous les participants, d'avoir réussi à être encore debout et en forme pour le spectacle même, parce que la répétition était déjà particulièrement éprouvante. Je voudrais aussi citer Fiona de Montaignac, qui est l'assistante de Jean-Michel Jarre, qui a été très gentille, qui est venue vers nous pour nous demander gentiment, à certains moments, d'arrêter de filmer, de nous cacher un peu pour que la concentration revienne sur le plateau. Il y a beaucoup d'autres gens qu'il faudrait citer. Francis Dreyfus, évidemment, qui est l'éditeur de Jean-Michel Jarre, qui était omniprésent sur le plateau également. Francis Rimbert, évidemment, une mention tout à fait particulière, puisqu'il a été notre accompagnateur. C'était votre sésame, c'était la clé. Tout à fait, sésame. Il était là pour nous décrire, nous présenter les gens, nous décrire ce qui se passait, etc. Et puis ce que je voulais dire donc au niveau de la question de savoir quelle impression on a retenue, c'est que c'est vraisemblablement le spectacle de l'avenir, ce type de spectacle, c'est sûrement ce qu'il y a de plus gigantesque à l'heure actuelle. Et puis je crois qu'on est assez fiers que ce soit un Français qui fasse ce type de spectacle dans le monde. N'oublions pas que c'est lui qui a été le premier à faire un spectacle gigantesque à l'occidental en Chine, à Pékin et à Shanghai, et qui porte donc haut le flambeau de la France avec une technologie qui est quand même un savoir-faire français, parfois une technologie américaine ou sud-est asiatique, mais en tout cas qui fait en plus des spectacles gratuits, populaires, puisqu'il avait aussi sous-titré son concert de la Défense, le concert dans la ville, il avait sous-titré La fête dans la rue, et que je crois que... La ville en concert. La ville en concert, et sous-titré La fête dans la rue, pour bien montrer que c'est une fête populaire. Et je crois aussi qu'il faut qu'on soit conscient que la musique électronique d'une part, avec l'avènement des synthétiseurs séquenceurs, c'est ce qu'on entendra le plus, c'est déjà ce qu'on entend le plus à l'heure actuelle dans la musique d'accompagnement, de film ou à la télévision. Et associé à tous ces effets visuels, je crois que c'est vraiment le spectacle grandiose que laissera peut-être dans cette spécialité de l'art, si je puis dire, l'image qu'on laissera de notre époque. En tout cas, on va encore regarder quelques images et conclure. Monique, Roger, moi, en ce qui me concerne, je vous remercie. C'est un peu pompeux de le dire au nom de la station, mais c'est quand même assez fabuleux qu'on ait pu faire ce coup. Et je me sens très content en tant qu'animateur ici d'avoir pu assister avec vous à cette émission. C'est formidable. Je n'en reviens pas et bien sûr merci aussi à l'associé Lionel. Bien sûr Lionel. Si vous voulez voir les dessous de TLB, rendez-vous la semaine prochaine. Ah oui, alors oui, c'est la surprise que tu nous réserves pour la semaine prochaine. Oui. Voilà, en ce qui me concerne, cette émission est terminée. Merci encore Monique, merci Roger, merci Lionel. Et tout de suite Marie-Paul pour conclure cette émission. Bonsoir à tous.
Merci Jo. Voilà, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Ne quittez surtout pas l'antenne car nous voudrions vous faire découvrir les Bateliers de la Loche. Les Bateliers de la Loche, une association créée il y a 1 an et qui regroupe environ 20 personnes. Ils vous proposent des promenades en barque dans le Vieux-Colmar et pour les amateurs, la prochaine se fera le 15 août. Ces bateliers prévoient également une grande fête pour le mois d'octobre. Avis donc aux amoureux des promenades au fil de l'eau. Je vous laisse regarder et apprécier. Bonsoir.